De toute façon, il y a toujours des critiques dans la vie, alors il faut les prendre avec philosophie. Il y a une partie des critiques qui m'ont un peu blessé à titre personnel, je ne vous le cache pas, parce que quand j'ai été, et j'en suis très honoré, nommé à ce poste, ça fait plus de 30 ans que je travaille sur le continent africain. Plus de 20 ans que j'ai travaillé dans l'aéronautique, que ce soit, comme chacun sait, au sein du groupe Airbus ou à l'Office national d'études et de recherche aérospatiale, en France également, petites imprécisions de certains contradicteurs. Mais j'ai été heureux de cette nomination et je suis venu habiter ici à Dakar. Ce que j'ai toujours refusé de faire dans d'autres pays du continent. J'ai toujours beaucoup voyagé, j'ai toujours été très présent en Afrique, chacun le sait. C'est pour moi un continent qui a forgé toute ma carrière. Mais j'ai une affection particulière pour le Sénégal. Et chacun sait, pour les observateurs de la vie politique sénégalaise, que ça fait de nombreuses années que j'ai beaucoup d'amis dans ce pays. Et j'en ai une affection particulière. Donc, pour répondre à votre question, sur le plan strictement personnel, j'étais un petit peu chagriné de certains accueils. Ceci étant dit, il faut relativiser. Dans l'immense majorité, j'ai rencontré que des gens qui m'ont accueilli avec gentillesse et ouverture d'esprit. Donc, je balaye les mauvais coucheurs, comme on dit. Oui, engagement, parce que je crois vraiment que le gouvernement aujourd'hui de ce pays et le chef de l'État sont engagés dans ce qui se traduit par le PSE, le plan Sénégal émergent. Je crois beaucoup à ce projet. Je pense que le Sénégal a une économie extrêmement dynamique, a un gouvernement extrêmement engagé, fait un travail de fond tout à fait remarquable, et je trouve cette aventure industrielle, économique passionnante. Et donc je suis vraiment très heureux d'avoir l'immense opportunité de pouvoir la partager. Nous avons effectivement obtenu le PEA, cher Ndiaye, ici présent, notre secrétaire général. On a tous beaucoup travaillé avec nos amis de la NACIM. J'en profite pour dire que la NACIM a fait un travail tout à fait remarquable, de grande rigueur, et nous a coachés comme il se doit, de manière extrêmement efficace. Donc notre PEA a été obtenu le 30 avril, et nous avons commencé les vols commerciaux, comme vous le savez. Nous sommes en ce moment sur la route de Ziguinchor. Et les opérations sont inhérentes à toute opération aérienne. On a démarré, et on démarre volontairement lentement pour essayer de démarrer sûrement, ce qui est le cas. Je crois que pour l'instant les retours clients sont assez positifs. Je vais vous donner une information que vous n'avez peut-être pas encore. Nous avons par exemple en ce moment ce qu'on appelle un AOG, Aircraft on Ground. Grosso modo, on a un avion en panne. Ouais. Alors, ce n'est pas une question d'âge, quand j'entends dire ils vont un jour louer des avions qui ont 15 ans. Non, on a des avions tout neufs, vous voyez, nos ATR sont tout neufs, et ben on a un avion en panne. Et ben, c'est pas agréable, mais c'est la vie d'une compagnie aérienne. Et pour autant, il n'y a pas eu d'incidence sur nos opérations. Nous avons pu maintenir nos opérations, on n'a pas à ce jour annulé de vol. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que comme on l'échangeait tout à l'heure sur la question, l'aérien, c'est un métier de précision, un métier de normes, un métier où les faits ne mentent pas et où on est obligé d'être toujours extrêmement précis. Alors, un avion en panne, c'est une petite panne électrique, mais qui peut être évidemment problématique, donc on choisit de laisser l'avion au sol. Mais vous voyez, nos clients à l'instant ne s'en sont pas rendus compte et personne ne s'en est rendu compte. Donc simplement, voilà, la vie d'une compagnie aérienne, c'est toujours très complexe. Puisque même des avions neufs peuvent avoir, ce sont des pannes bénignes de jeunesse, mais qu'il faut bien que nous traitions. J'ai entendu un petit groupe de gens tout à fait méritants, des retraités de l'activité aérienne, qui ont participé dans le passé à des aventures dont malheureusement on a vu qu'elles n'étaient pas toujours remplies de succès. D'abord, je trouve que c'est très bien que les gens s'intéressent à la vie de l'industrie aérienne au Sénégal. Et j'en suis ravi, et je les en remercie. J'ai entendu l'un d'entre eux qui faisait référence au fait qu'il y a eu des acquisitions d'avions et mettait en cause le fait qu'il y a eu des acquisitions d'avions. Alors j'étais un peu surpris parce que dans cette équipe, ils étaient présents
quand Air Sénégal SA a fait la première acquisition d'avions. Parce que c'est leur équipe qui a fait l'acquisition des avions ATR. C'est pas moi. Moi, je suis arrivé, j'ai pris le train en marche, si j'ose dire. Et donc, c'est eux qui avaient initié ces achats d'ATR, ce qui était une bonne chose d'ailleurs, et une excellente chose. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, une fois encore, le gros problème des compagnies, des petites compagnies aériennes en Afrique, et si elles font faillite les unes après les autres, c'est précisément parce que souvent, elles n'ont pas la capacité financière d'aller acheter des avions neufs. Et donc, elles restent sur des systèmes de location, de dépenses en capital pour financer les opérations, et il n'y a pas d'investissement productif. Je vais vous donner 3 chiffres qui expliquent pourquoi il est extrêmement intéressant d'acheter des avions neufs. Si vous prenez 3 indices de retour sur investissement, ce qu'on appelle le ROI, le Return on Investment, vous prenez le ROI sur 30 ans, 1986-2016, et vous prenez 3 indices. Vous prenez l'immobilier américain, si vous achetez des maisons aux États-Unis. Vous prenez le Standard & Poor's 500, qui est un indice boursier bien connu. Et vous prenez l'acquisition d'avions neufs. Le plus rentable, sur 30 ans, ce sont des chiffres tout à fait connus, c'est l'immobilier américain, 7,9% de ROI sur 30 ans. Le second plus rentable, c'est le Standard & Poor's 500. Vous êtes à 7,4% de ROI sur 30 ans. Mais si vous prenez l'acquisition d'avions neufs, vous êtes à 6,8% de retour sur investissement, grosso modo, sur 30 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'acheter un avion neuf, c'est acheter un actif au même titre que vous achèteriez une maison, un immeuble, un appartement. C'est rentable. Et donc, en faisant une politique d'acquisition d'avions neufs, de qualité, vous donnez à l'entreprise la possibilité d'asseoir son développement sur des actifs. Et les investisseurs qui demain viendront rejoindre le capital d'Air Sénégal savent qu'il y a des actifs qui ont une rentabilité qui est prouvée, qui est connue, et qui en plus ont une valeur résiduelle importante, puisque la valeur résiduelle d'un avion, au fil des ans, est évidemment importante, et elle décroît moins vite que le remboursement de la dette. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'une fois encore, ce qui est extrêmement important dans cet environnement, c'est de comprendre que l'aérien est une industrie de précision et très concurrentielle. Donc cette stratégie d'acquisition d'avions neufs, qui, comme le rappelait le secrétaire général tout à l'heure, Chandiaï, présent ici, n'est pas exclusive du fait qu'il y a une partie du segment d'avions que nous allons louer également. On fait un mariage des deux pour obtenir les meilleurs niveaux de rentabilité et de garantie sur les assets possibles. Voilà ce qui a, une fois encore, prévalu à ce que le gouvernement décide d'accepter cette stratégie et que nous la mettions en œuvre. Et une fois encore, je le rappelle, les personnes qui s'exprimaient sur ce sujet hier étaient dans l'équipe qui a fait les premières acquisitions d'avions neufs, puisque, avec d'ailleurs de très bons financements, parce qu'ils ont obtenu de bons financements sur les ATR, ils ont initié quelque chose que nous sommes simplement en train de développer. Je rappelle que dans le monde, grosso modo, le marché du financement avion, on est sur 137 milliards de dollars par an, hein, grosso modo. Ce qui veut dire qu'on n'est pas en train, nous, d'inventer... c'est un métier d'humilité, nous. On ne se prétend pas plus intelligent que les autres. On regarde les modèles qui fonctionnent et on applique les modèles qui fonctionnent. Toutes les compagnies aériennes du monde achètent des avions. Celles qui vivent, celles qui survivent, celles qui existent. Vous pouvez prendre Singapore Airlines, Emirates, Air France, Lufthansa, qui vous voulez. Elles achètent des avions en les finançant, donc en faisant des emprunts, bien évidemment. Toutes les grandes infrastructures sont financées. Vous prenez l'AIBD, qui est un achèvement remarquable et un aéroport tout à fait remarquable. Et là, je parle en tant que client et usager de l'AIBD. C'est financé. Vous construisez une autoroute, c'est financé. L'avion est un investissement productif. Et donc, c'est beaucoup plus rentable de l'acheter parce que vous en conservez la valeur résiduelle. Quand vous louez, c'est à fond perdu. Donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles, encore une fois, beaucoup de petites compagnies aériennes africaines n'ont jamais réussi à émerger et ont toujours fait faillite, parce que souvent, ce qui se passe, c'est qu'avant, les gouvernements disaient, ben voilà, on monte une compagnie aérienne, on met du capital, mais le capital sert à financer des opérations.
typiquement la location, ou payer les salaires, enfin toutes les opérations d'une entreprise. Et au bout de quelques années, les gouvernements se fatiguent, arrêtent de mettre du capital et la compagnie fait faillite. Quand vous êtes engagé dans un processus d'acquisition, une fois de plus, d'actifs productifs, à ce moment-là, vous stabilisez, vous consolidez, vous renforcez la pérennité de l'entreprise. Et c'est ça cette stratégie, rien de plus. C'est très intéressant. Et en effet, si on prend que le marché sénégalais interne, il ne suffirait pas à soutenir une telle démarche. Et c'est précisément pour ça, et ça, je pense, donne raison à notre stratégie, que nous sommes allés vers du 330 Néo. Pourquoi ? Parce que dans les segments entre le marché domestique, le marché sous-régional et le marché que je qualifierais d'intercontinental, celui qui est le plus rentable, celui où on gagne de l'argent, c'est le marché intercontinental. Grosso modo, vous prenez les opérateurs actuels, Corsair, Air France, sur la route Dakar-Paris. Vous êtes à peu près aux alentours de 90% de load factor. C'est-à-dire le load factor, c'est le taux de remplissage des avions, grosso modo. Ce qui est exceptionnel. Alors, je ne connais pas les chiffres de ces entreprises qui conservent jalousement leur secret d'activité, mais il n'est un secret pour personne qu'on est dans des niveaux de marge entre 20 et 40%. C'est énorme. Et donc, c'est une route très rentable. Et en effet, c'est pour ça que notre stratégie d'acquisition consiste à aller sur du 330 Néo pour pouvoir avoir accès immédiatement à l'intercontinental, qui est le plus rentable. Car je vous le rappelle, par exemple, la compagnie Corsair opère aujourd'hui sur les droits du Sénégal. N'est-ce pas ? Et donc, demain, Air Sénégal prendra sa place naturelle et naturellement, à la mise en service des 330, nous serons déjà sur des routes dont la rentabilité existe, elle est factuelle, elle n'est pas à démontrer. Et c'est une part de marché captif. Donc oui, en effet, c'est vrai que si on ne considérait que le marché intérieur sénégalais, ça ne suffirait pas à développer une compagnie aérienne nationale rentable. Mais nous sommes dans la stratégie de l'intercontinentalité. Et c'est celle-là qui est rentable. Et c'est celle-là d'ailleurs avec lesquelles les compagnies auxquelles je faisais allusion il y a peu de temps gagnent de l'argent. Donc on n'est pas plus idiot que les autres. Nous allons gagner de l'argent sur cette stratégie. La concurrence, vous savez, c'est grosso modo, vous avez des droits. Alors si vous prenez la route Dakar-Paris, 50% pour les Français, 50% pour le Sénégal. Le Sénégal va reprendre sa part de droit. La compagnie Air Sénégal SA a été, par convention avec le gouvernement, ce qu'on appelle l'instrument désigné dans notre jargon. Donc nous sommes la compagnie nationale, nous avons les droits de trafic, et donc la part sénégalaise, Air Sénégal va l'exploiter. Et on est sur une route dont la rentabilité est connue, démontrée, active. C'est ça la beauté du geste. Et les investisseurs, qu'est-ce qu'ils voient ? Ils voient un engagement fort du gouvernement pour hisser haut le pavillon national. Ils voient l'acquisition d'un des meilleurs produits du marché, donc avec un actif qui a une valeur résiduelle au fil des années extrêmement importante, dont les taux de retour sur investissement sont ceux que j'indiquais. Et ils voient qu'en plus, nous sommes sur une route commercialement qui est l'une des plus rentables du réseau continental. Qu'est-ce qu'on veut de plus ? Je ne l'ai pas du tout dit comme ça, j'ai dit qu'il n'existait pas de culture de l'acquisition d'avions neufs. Aucune compagnie sénégalaise n'avait acheté d'avions neufs. Quand la Royal Air Maroc avait 51% à l'époque de la compagnie, c'est Royal Air Maroc, qui est une grande compagnie d'ailleurs, pour laquelle j'ai le plus grand respect, opérait la compagnie, et c'était donc Royal Air Maroc en fait. Mais il n'y avait pas eu d'acquisition par la compagnie nationale sénégalaise d'avions neufs. C'est une fois de plus pas du tout un jugement de valeur, c'est l'observation d'un fait. Ensuite, il y a eu l'aventure malheureuse que chacun connaît, qui également a fait faillite. Et là non plus, il n'y avait pas eu d'acquisition d'avions neufs. Ils avaient essayé de louer quelques avions, ça et là, précisément, sur la location. Et le résultat est celui que l'on connaît, une fois encore. Il faut être très humble dans notre activité, il faut juste constater les faits, les vrais faits. Pas l'approche politique ou le jugement parce qu'on est un peu aigre, mais juste les faits tels qu'ils existent. Et ce sont ça, les faits.
En un temps record, il a beaucoup été dit, « Ouh là là, c'est long pour avoir le PEA, le permis d'exploitation aérienne. » Alors j'invite ce groupe d'experts, puisqu'il faut sans doute, mais je suis prêt à ce qu'on échange. Moi, voilà, le monde a évolué. Hein. L'acquisition d'un PEA dans le monde en général, hein, tout ça c'est très facile à aller vérifier bien sûr, c'est aux alentours de 9-10 mois. Hein, vous montez une compagnie aérienne, vous voulez un PEA, où vous soyez dans le monde, c'est 9-10 mois. Je crois que nos amis d'Air Côte d'Ivoire ont dû obtenir leur PEA en 9 mois et 15 jours ou quelque chose comme ça à l'époque. Vous voulez monter une compagnie aérienne aux États-Unis, pour avoir un PEA, c'est plutôt près d'1 an. Bon. L'ANACIM, dans sa grande sagesse, a souhaité en octobre que nous reprenions le processus d'acquisition du PEA à zéro, considérant d'ailleurs que l'équipe d'experts à laquelle vous faites allusion n'avait pas sans doute préparé les choses comme elles devaient l'être, puisque l'ANACIM a considéré qu'il fallait qu'on reparte à zéro. Donc nous sommes repartis à zéro. Et nous avons obtenu donc le PEA le 30 avril, ce qui fait 7 mois, 7 mois et demi à peu près, peu importe, ce qui est extrêmement rapide. Je vous rappelle que lorsque nous aurons des audits, ce qui ne manquera pas, internationaux, qui viendront voir si nous pouvons voler aux États-Unis, en Europe, en Asie, là, ce n'est pas des histoires entre nous de je décide que je suis un expert. Là, nous aurons en face de nous des gens qui font les normes américaines, les normes européennes, qui regarderont chaque ligne et qui diront ça passe pas. Ça a été fait sérieusement, ça n'a pas été sérieusement. Nous avons fait les choses sérieusement. Et encore, au risque de me répéter, je rends hommage au travail remarquable de l'ANACIM et de son directeur général qui vraiment nous ont challengé ce qui est leur rôle, c'est notre tutelle technique, hein, et qui nous ont permis d'avoir un PEA dans de très bonnes conditions, avec une équipe formidable ici. Et donc voilà, en termes de timing, oui, nous sommes allés assez rapidement. Parlons de 2019 parce que je vous parle à flotte stabilisée. Donc, bien évidemment, c'est l'ambition. Si on parle sur 2019, on est sur 2,330, 2,319 en dry lease, en location, et les 2 ATR. On anticipe un chiffre d'affaires de à peu près 70 milliards CFA. Je crois qu'au pic de son activité, c'était Senegal Airlines, je ne sais jamais, je mélange un peu entre la période la Maroc et la période ensuite, mais je crois que leur pic d'activité, ils étaient à 40 milliards de chiffre d'affaires. Donc, on serait sur à peu près 70 milliards de chiffre d'affaires sur ces 4 avions, sachant que grosso modo, pour éclairer vos auditeurs, un ATR, ça fait à peu près, je suis désolé, je vais revenir au dollar, mais le dollar, c'est la norme dans notre industrie, que ça nous plaise ou non, et ça ne me plaît pas, je ne suis pas un passionné du dollar, mais enfin c'est comme ça. Un ATR, ça fait à peu près 8-9 millions de dollars de chiffre d'affaires par an. Si vous prenez un Airbus 319, 320, on est à peu près autour de 25 millions de dollars de chiffre d'affaires par an en Afrique. Si vous prenez évidemment un opérateur européen comme EasyJet, ils vont faire un chiffre d'affaires supérieur sur un type avion 319, 320. Je suis un peu technique, mais c'est pour expliquer aux gens qu'on n'est pas des farfelus, on n'est pas dans une industrie d'approximation, on n'est pas dans une industrie où on se proclame expert, on est dans une industrie de précision. Nous sommes des gens précis. C'est pour ça que je vous donne des chiffres précis. Pourquoi, par exemple, EasyJet va faire plus de chiffre d'affaires sur un 319, 320 que nous, ici, en Afrique, pour des raisons simples. Le coût des opérations, le coût du carburant, etc. On peut bien comprendre qu'il y a tout un split très précis des coûts de production. Et sur un 330 Neo, on sera autour de 57-58 millions de dollars de chiffre d'affaires. Et donc voilà comment, en 2019, à flotte stabilisée sur 6 appareils, on serait, je pense, sur 70 milliards de CFA de chiffre d'affaires. L'année de mise en route, c'est 2018.
C'est pour ça que je parlais de l'année 2019 à flotte stabilisée. Vous avez parfaitement raison. 2018, on ne peut pas être dans les mêmes chiffres, bien évidemment, puisque d'abord c'est une année coupée pour nous. Hein, on a commencé les opérations simplement là, en avril-mai. Donc il y a toute une partie du chiffre d'affaires qui ne peut pas rentrer de la même façon. On n'a pas tous les avions disponibles. C'est pour ça que je parlais bien de l'année 2019. Sur une flotte stabilisée. Non, je pense que... Alors, face à un média comme le vôtre, je ne peux que rendre hommage à votre souci d'équilibre et de venir prendre les points de vue divers, donc j'y suis très sensible. Et la seule chose qui est toujours choquant, ce qui n'est une fois de plus, et je vous en remercie d'ailleurs, pas du tout votre cas, c'est quand il y a des procès d'intention parfois même diffamatoires, qui sont imprécis. Moi, j'ai à cœur de défendre ce pavillon national qui est une aventure collective. Alors, j'ai bien senti une certaine amertume chez des gens qui sont très respectables, et je trouve très bien que des gens à la retraite s'intéressent encore à ce processus. Et une fois de plus, moi, j'écoute tous les avis, parce qu'on est toujours plus intelligent à plusieurs. J'écoute tous les avis. C'est ça qui est intéressant. Nonobstant, il faut donner des avis objectifs qui sont guidés par de véritables faits, de véritables chiffres et une vraie connaissance et une véritable expertise. L'expertise, ça ne s'autoproclame pas, ça se démontre.